Laurent Escure, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le dialogue entre les partenaires sociaux, c'est pas toujours Danse avec les stars, mais enfin quand même, ça se fait aussi en groupe, on va en parler, mais c'est vrai que depuis 48 heures, on ne parle que du déficit public, 5,5%, c'est une très mauvaise nouvelle. La faute à qui d'abord ? D'abord, on a un ministre des comptes publics et des finances, de l'économie, qui est là depuis 7 ans. Je crois même que du côté de l'Élysée, ça a été repéré, que cette constance Ils lui ont fait remarquer, oui. du ministère. Plus précisément, je pense qu'on a une politique qui est aujourd'hui très axée vers ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire un encouragement aux entreprises, et qui cherche en permanence à restreindre les finances publiques, mais du mauvais côté. C'est-à-dire que on enlève des droits à ceux qui travaillent, aux plus précaires. On essaye de faire moins de services publics tout en voulant en faire mieux, ce qui est assez difficile parce que on ne peut pas avoir... c'est un besoin qui est apparu pendant le Covid. On ne peut pas avoir moins d'infirmières, moins de profs. Enfin, tous ceux qui nous disent qu'il faut supprimer des fonctionnaires ou ne pas les remplacer quand ils partent à la retraite, il faut qu'ils nous disent où précisément, parce que on voit bien qu'il y a un besoin de services publics pour la cohésion du pays, dans les territoires ruraux comme dans certaines zones urbaines. Et donc il y a un étouffement des comptes publics par manque de ressources. Mais le gouvernement vous dirait que si on prend moins d'argent aux entreprises et donc en effet on diminue les recettes publiques, c'est pour les aider à être compétitives et à créer des emplois, ce qui a plutôt marché ces dernières années. Oui, mais c'est quand même des sommes assez importantes, c'est-à-dire que 265 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Nous, à l'UNSA, on considère que soutenir l'activité économique, c'est important. Maintenir l'emploi, c'est important. Créer de l'innovation dans des territoires pour fabriquer de l'activité ou créer des emplois, c'est important. Mais il faut faire le tri dans les aides. Peut-être que quand on est très rigoureux, puisque le mot rigueur revient à la mode, quand on est très rigoureux dans la façon dont on regarde les aides qu'on apporte aux plus fragiles, on peut regarder aussi celles qu'on apporte aux entreprises. Il peut y avoir une bonne rigueur. Oui, et puis il peut y avoir aussi des interrogations sur certaines décisions récentes ou en cours. On parlait de Nicole Belloubet, alors, on n'est pas forcément responsable, mais le port de l'uniforme à l'école, qui est une mesure symbolique, qui à mon avis ne changera pas la face de l'éducation, ou le service national universel, qui est contesté et du point de vue éducatif et par les experts militaires qui pensent que ça ne servira à rien pour la défense du pays ou pour des opérations extérieures. Ces deux mesures chacune coûtent 2 milliards d'euros. 4 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer assez facilement, soit pour venir soulager les fonctionnaires et les salariés, les payer un peu mieux, soit pour venir soulager les comptes publics. Et taxer les super profits, c'est une idée qui revient à gauche, mais aussi dans la majorité. Oui, et nous avons participé, nous l'UNSA, avec d'autres syndicats français et européens, à une tribune pour la taxation des transactions financières. Il n'est pas normal, qui a été étudié par la Commission européenne, donc c'est une affaire sérieuse, c'est pas seulement... Voilà, on garde ce projet. Il suffirait que les gouvernements, et notamment le gouvernement français, l'acceptent. Il n'est pas normal, ça rapporterait 57 milliards d'euros au niveau européen, ce qui, y compris, pourrait nous permettre de dire que l'Europe pourrait rapporter gros, à un moment où on doute de l'Europe, y compris pour les comptes publics. Et cette mesure de 57 milliards d'euros, et elle serait logique parce qu'on ne peut pas avoir des Français, y compris les plus précaires, qui vont payer 5,5% de TVA sur leurs baguettes ou sur des produits alimentaires de base, 20% sur d'autres produits de consommation courante, et avoir des transactions financières qui ne sont jamais taxées. Oui, mais si on le fait seulement au niveau européen, toute cette masse d'argent, elle va fuir vers Singapour, les États-Unis, les paradis fiscaux. Le pire n'est pas certain. Dans ce monde actuel et économique, on voit qu'il y a des décisions audacieuses qui sont prises, notamment aux États-Unis. Un plan d'investissement de plusieurs centaines de milliards d'euros d'appui pour la transition écologique et technologique, pour réindustrialiser l'Amérique. Un investissement massif pour appuyer les pouvoirs d'achat des salariés américains. Donc, quitte à reprendre des modèles qui parfois nous ont amenés dans des impasses, autant prendre les bons aussi. Alors, autre proposition, celle de Bruno Le Maire, augmenter la TVA. Et ça, on sait que ça rapporte vite, mais tout le monde la paye, les riches comme les pauvres, en échange d'une baisse des cotisations salariales pour faire monter le salaire net des travailleurs. Oui, mais... Ça s'étudie, c'est une sorte de TVA sociale. Bon, la TVA sociale avait, en son temps, été une idée qui avait suscité beaucoup d'indignation et a été retirée avant même de... Au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 2007. Mais on a un petit sujet, c'est-à-dire que jusqu'à 1,6%, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, on exonère totalement de cotisations sociales les employeurs.
si on exonère les cotisations sociales des salariés, parce ça serait cette question-là, on creuse encore plus les déficits sociaux. Oui, mais ils vont consommer, les salariés. Cet argent que vous leur laisserez, ils vont le consommer, on va le récupérer. Oui, d'accord, mais ça c'est un cercle qui n'est pas vertueux. Le cercle vertueux, c'est quand on augmente les salaires, si jamais la consommation ne part pas vers l'extérieur, ça peut augmenter les recettes publiques. Mais là, on est en train de faire la poche des salariés dans leurs cotisations sociales, et ensuite leur reprocher qu'il y a des déficits sur la protection sociale, sur les retraites. Le débat des retraites était né de ça. C'était, on a tellement exonéré les cotisations sociales qu'on n'a plus assez d'argent pour alimenter les caisses de la sécurité sociale, assurance chômage, retraite, assurance maladie. Alors le gouvernement explore d'autres pistes, celle qui va venir très vite dans l'actualité, c'est l'assurance chômage. C'est durcir un peu les conditions d'indemnisation des chômeurs, notamment la durée, pour les inciter à reprendre un emploi. Oui, ça peut marcher. Je ne crois pas. C'est-à-dire que là, il y a des études d'impact, des premières mesures depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir qui sortent et qui sont des études indépendantes ou très sérieuses de la part du ministère du Travail lui-même, qui montrent que les effets d'impact ne sont pas bons, ni pour l'économie. C'est pas nul, mais c'est pas ce qu'on attendait. Ne sont pas bons. Alors ça fait des économies, certes, parce que mais ça part d'un préjugé, d'une idée préconçue qui consiste à dire que les gens qui sont au chômage, c'est parce qu'ils le veulent. Ou ceux qui sont au RSA, c'est parce qu'ils le souhaitent. Et nous, on conteste ça avec le milieu associatif qui s'occupe de la grande pauvreté ou avec l'ensemble des syndicats. On conteste l'idée que les gens ne veulent pas travailler. Quand vous avez 50 ans, 52 ans, que vous êtes victime d'un plan de licenciement, vous allez, au bout de 2 ans, vous n'aurez plus de revenus, on va vous mettre à peu près au niveau du RSA, peut-être même au RSA et vous obliger à aller faire 15 heures d'activité. Est-ce que c'est digne pour des gens qui ont des compétences en fin de carrière, de les laisser dans la précarité et de ne pas leur offrir la possibilité de partager leur expérience? Aujourd'hui, le problème de l'emploi des seniors, cruellement, il est là. Et donc, si on réduit l'indemnisation, ce qu'on va produire, c'est pas une incitation à l'emploi, parce que l'emploi, il faut qu'il soit donné par les employeurs. Ça va donner une poche à précarité supplémentaire notamment pour les plus âgés. Le gouvernement veut aussi solliciter les collectivités locales. Il pense qu'il y a des économies possibles à ce niveau-là. Vous y croyez ? Il épargne tout le monde, sauf les entreprises. Donc je peux comprendre l'idée, mais je la conteste. Et pour les collectivités locales, je pense que c'est de la communication politique. Oui, sans doute, il doit y avoir des économies à faire, mais on a fait supporter aux collectivités locales beaucoup de charges. La suppression de la taxe d'habitation et des transferts de compétences. Et il y a des compétences nouvelles qui doivent être prises en charge et on en a besoin. Et nous, là, je reprends la casquette syndicaliste des agents publics. Ceux des collectivités locales sont souvent victimes du fait que quand on a négocié quelque chose au niveau national, la libre administration des collectivités locales fait que leur augmentation de salaire ne suit pas forcément. Et donc, les collectivités locales, quitte à avoir de l'argent, en ont aussi besoin pour bien traiter leurs agents publics. Vous l'avez évoqué, l'emploi des seniors est un problème dans notre pays. On est en retard sur nos voisins allemands, notamment. Hier, il devait y avoir conclusion de débats entre les partenaires sociaux. Où en est-on ? Où va-t-on ? La discussion est difficile, mais elle est contrainte. Elle est contrainte par le gouvernement qui met une sorte de pression terrible en disant si vous ne vous mettez pas d'accord pour réduire des déficits, pour trouver des solutions innovantes. Après, on a un problème avec les organisations patronales. Qu'est-ce qui bloque ? Qui ne veulent pas ni de nouveaux droits, comme des créditants, qui ne veulent pas sérieusement se mettre au travail. On avait eu le problème avec l'index égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ils voulaient bien qu'il y ait un outil qui mesure, mais aucune contrainte. Ça ne peut pas marcher. On peut avoir un index senior qui serait mis en place. Le taux d'emploi dans chaque branche, dans chaque entreprise. Pour vérifier qu'on traite bien les seniors. Mais il faut de l'action derrière. Mais il faut de l'action. Et donc, l'action, ça peut pas. Les organisations patronales n'ont pas envie de donner ce cadeau aux salariés. Alors que nous, on considère que c'est pas un cadeau, mais ça devrait être un cercle vertueux vers la croissance et vers l'emploi. Mais du coup, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, l'État garant de l'intérêt général, et l'intérêt général pas seulement des intérêts économiques, mais aussi de l'intérêt des salariés et des Français, devrait intervenir pour inciter les entreprises à prendre leurs responsabilités sur l'emploi des seniors. Il va légiférer l'État à un moment donné, il faudra bien. Oui, mais il faudrait qu'on arrête de faire seulement des gros yeux. Voilà, c'est des sanctions ou des restrictions de droits pour les salariés et pour des employeurs. Je ne parle pas de ceux qui ont du mal à payer leurs fournisseurs,
à remplir leur carnet de commandes. Ces petites entreprises-là, il faut qu'on les aide. Je parle bien des entreprises ayant des activités leur permettant d'avoir des ressources, des revenus, et que tout n'aille pas alimenter soit les ressources du patron lui-même, soit les ressources de l'actionnaire. C'est-à-dire qu'on ait de l'investissement, certes, mais aussi un retour sur investissement pour les salariés. Et donc, il doit y avoir l'État qui doit intervenir pour contraindre les employeurs à créer ces droits. À quelques dizaines, on est à 110, 115 jours des Jeux Olympiques qui approchent. Comment sentez-vous l'ambiance ? Vous croyez qu'il y aura des grèves pour perturber ces Jeux ? Non, mais tout le monde aime les moments justement en suspension, dans le bon sens du terme, et aime les Jeux Olympiques. Enfin, je crois que c'est un moment universel, partagé. Il n'y aura pas de sabotage, quoi. Je ne crois pas que ce soit l'intention ni des salariés, ni de la plupart des organisations syndicales, en tout cas pas la nôtre. Mais en revanche, on peut constater que si dans certains secteurs, il y a eu des négociations préalables parce qu'il va y avoir une charge de travail très forte pour les salariés ou les agents, des contraintes de transport, de perturbations dans les sites qui accueillent les Jeux olympiques et paralympiques, il y a des endroits où il n'y a pas eu de négociation et où les primes, les indemnités, les compensations, les aménagements du temps de travail n'ont pas été prévus. Il y a l'exceptionnel, ces primes, et puis il y a d'autres qui disent non, c'est l'occasion de régler le problème salarial global, notamment dans certaines branches comme les transports. C'est acceptable ? Non, mais c'est possible que parfois les accords, on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises sur des accords de branche, mais je ne crois pas que les Jeux Olympiques soient un moment, d'abord, qui soit trop perturbé, pourvu que les entreprises ou les employeurs publics joue le jeu du dialogue social. Il est encore temps. Il y aura peut-être des crispations ici ou là. Je ne suis pas sûr qu'elles soient généralisées. Mais la négociation doit... Normalement, une alerte sociale sert à ça. On a alerté sur les Jeux Olympiques en disant attention, parce que tout le monde aime les Jeux Olympiques, mais il faut que les salariés soient bien traités. Avant les Jeux Olympiques, il y aura les Européennes. Le Rassemblement National fait la course en tête. Est-ce que vous sentez cette montée du RN dans les syndicats, dans les votes, dans les entreprises ? En tout cas, on voit bien dans les entreprises, dans la sphère syndicale, non, parce qu'ils sont d'une certaine façon, et c'est tant mieux, invisibilisés. Mais on voit bien, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, et on en rencontre de plus en plus, que quand on a un ouvrier sur deux, un employé sur deux qui vote à Rassemblement National, désormais un prof sur 5 qui vote Rassemblement National, on a un sujet. On a un sujet parce que désormais, à part chez les cadres, et de moins en moins, et à part chez les plus de 65 ans, le Rassemblement National peut être majoritaire. Donc il y a une vraie alerte parce que la victoire, et on le dit au niveau européen avec tout le syndicalisme européen, la victoire des extrémistes et de l'extrême droite, c'est le recul de la démocratie, c'est sans doute des contre-performances économiques, mais c'est surtout la limitation de la démocratie sociale. C'est la fin des droits syndicaux. C'est se tirer une balle dans le pied quand on est salarié que d'aller vers ces solutions-là, même quand on est très en colère. Une dernière question très rapidement, parce que vous venez du milieu enseignant. Les groupes de niveau, c'est une bonne idée ? Non, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que c'est, je pense, une opération de communication. Je reviens d'un congrès de notre branche de l'éducation de l'UNSA, où on est majoritaire chez tous les corps d'encadrement pédagogique, les chefs d'établissement, très largement majoritaire, et où on est deuxième chez les profs. Et j'ai entendu ce qu'ils nous disaient. Ils sont très attachés à la réussite de tous les élèves. Voilà. Et pour ça, il faut des groupes de besoins, c'est-à-dire aider chacun, ou par petits groupes sans doute, donc des moyens. Mais les groupes de niveau, c'est de la fausse nostalgie et de la vraie communication. Laurent Escure, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouvera demain 7h45. Votre invité sera Olivia Grégoire, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.